Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce qu'on peut commencer à projeter? Voilà. Donc, merci pour l'invitation. On m'a demandé de faire un petit exposé sur le versant anténatal ou périnatal de l'acidose, de l'asphyxie, etc. Et de donner un peu l'avis des gynécologues, enfin, de ce qui est publié, de ce qui est retenu, de ce qui est recommandé sur ce plan-là. L'acidose métabolique, ben, tout le monde connaît un peu les séquences et ça commence par une hypoxémie prolongée qui finit par une hypoxie avec une adaptation fœtale. Le fœtus bouge moins, il redistribue son flux sanguin, il augmente son débit cardiaque par une tachycardie fœtale, etc. Ça, c'est des mécanismes d'adaptation qui sont banals. Puis après, la phase anaérobe. Et puis après, l'acidose métabolique, si les mécanismes de compensation essentiellement fœtaux et placentaires sont dépassés. Puis après survient l'asphyxie et les conséquences neurologiques. Globalement, c'est ce que tout le monde sait, c'est ce notre pratique quotidienne et c'est la pathophysiologie bien admise. Alors, pourquoi l'acidose métabolique? Pourquoi l'asphyxie, etc. Pourquoi parler de ce thème? Parce que c'est probablement l'un des thèmes les plus pourvoyeurs de poursuites médico-légales en obstétrique. C'est quelque chose vraiment qu'on redoute. Il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête des obstétriciens. Et pourquoi? Parce qu'il y a un moment où on pose le diagnostic d'acidose ou pas acidose. Est-ce que le pH est fait ou n'est pas fait? Est-ce qu'il est anormal ou normal? Et donc déjà, ça nous aide à compartimenter un peu notre conduite à tenir ultérieure. Alors, le pH, l'acidose métabolique, c'est le critère majeur. C'est ce qui lie ce qui se passe en péripartum à l'état néonatal, à l'état du fœtus, du nouveau-né. Et c'est ce qui va nous permettre, en cas de pH normal, de discriminer tout ce qui s'est passé pendant l'accouchement, ce qui est déjà énorme. Alors, l'importance du pH artériel au cordon, on va y revenir. C'est probablement le message que je veux faire passer. Il y a deux messages. C'est l'intérêt du pH artériel à la naissance et la discussion et la transmission des données entre l'obstétricien et le pédiatre. C'est probablement les deux messages les plus importants. Alors, j'ai choisi de présenter ce sujet selon deux cas cliniques qui sont de pathophysiologie différente. Le premier, c'est celui d'une femme qui a 36 ans, principal antécédent, un tabagisme important, première grossesse normale, deuxième grossesse. Moi, je la vois en deuxième avis pour une cassure de la courbe de croissance à 29 semaines, avec des Dopplers normaux. Il est passé, je ne sais pas, du 40e au 15e percentile en 3 semaines. Donc, il a vraiment ralenti sa courbe de croissance. Le bilan était négatif, mais le bilan qu'on fait ici au Maroc, malheureusement, il est extrêmement limité. On fait le bilan de prééclampsie, les bilans infectieux, on fait le bilan de morphologique, d'anomalies morphologiques, mais un cas sur 10 va bénéficier d'un bilan génétique, et encore même le bilan génétique est extrêmement limité parce qu'on se limite au cariotype fœtal sur liquide amniotique. Alors, cette dame, on a éliminé tout ça, il n'y avait pas de prééclampsie, il n'y avait pas de malformation fœtale, etc. Et les Dopplers étaient réalisés toutes les semaines avec un rythme cardiaque fœtal. Et je la revois une deuxième fois. À 34 semaines, il n'y a plus un ralentissement, mais une cassure de la courbe avec un arrêt de croissance. Et surtout des Dopplers fœtaux qui sont devenus anormaux avec une augmentation des résistances périphériques. Et un notch, donc la scissure protodiastolique, ça signe essentiellement à une participation vasculaire maternelle. L'autre élément qui était très inquiétant, c'était la réduction du liquide amniotique. Ça veut dire que perfusion, la réduction de la diurèse fœtale, ce qui signifie une réduction de la perfusion, donc une redistribution fœtale à ce niveau-là. Donc, ce n'était pas quelque chose de réjouissant. Et puisqu'elle a été maturée à 31 semaines, on a continué la surveillance du rythme cardiaque fœtal qui a montré une baisse de la variabilité. Déjà, donc, quand il y a une baisse ou une disparition de la variabilité, c'est que le fœtus, au niveau du système sympathique et parasympathique, il n'y a plus cet antagonisme déjà par atteinte fœtale. Extraction, fille de 1,7 kg, Apgar 466, admise en néonate, CIPA, convulsion à 6 heures de vie, intubation, récupération lente, elle est restée peut-être 10 jours, et il n'y avait pas de pH à la naissance, et de suivi également, on ne sait pas ce qu'est devenu ce bébé. Ça, c'est le premier cas. Pourquoi j'ai choisi ce cas? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé en antépartum,
et qui a continué tranquillement jusqu'à l'accouchement. Deuxième cas clinique, une femme grossesse normale, aucun antécédent, morpho normal, DPNI normal, ça c'est une patiente que j'ai suivie. Rentrée en travail spontanément à 39 semaines, rupture des membranes, liquide clair, tout le truc. Et à 4 cm, elle demande d'avoir une péridurale parce qu'elle avait mal. Donc on lui met une péridurale. Et tout de suite après la péridurale, elle a fait une bradycardie qui a très bien récupéré, mais avec une tension maternelle normale. Ça veut dire que ce n'est pas une vasoplégie suite à la loco-régionale qui a induit un retour veineux diminué avec une diminution de la perfusion materno-fœtale. Non, la tension est restée normale avec un pot maternel normal. Donc la bradycardie n'était pas liée à la condition maternelle. Le RCF est revenu normal, on a continué le travail, 8 cm, bradycardie mais sans récupération, c'est-à-dire perte de la variabilité, passé de 130, 140 à 70. Donc césarienne en urgence, bébé qui va bien, un bébé de 3,3 kg, 2 4,8 d'Apgar, admis le pédiatre l'a pris pour surveillance, et le diagnostic c'était ce cas-là, parce que ce cas-là, c'est juste une découverte fortuite lors d'une césarienne. Ça, je l'ai faite il y a 3-4 ans. Ça, c'était il y a quelques mois. Et en fait, vous voyez que le nœud est vraiment serré avec dans le versant fœtal, il n'y a pas de sang. En fait, c'est pour ça qu'elle a fait sa bradycardie. Plus le bébé descendait, plus il tirait sur le cordon et plus il réduisait son flux jusqu'à l'arrêter. Donc ça, c'est des choses qui sont inhérentes à la grossesse elle-même. Ce n'est pas la faute du gynéco, du pédiatre ou quoi que ce soit, c'est un accident qui arrive et on n'y peut rien. Donc on a pu le rattraper facilement parce qu'on a aussi des morts fœtales de découverte fortuite suite à des nœuds serrés, découverts après l'extraction du bébé mort. Alors ces deux cas témoignent de deux mécanismes complètement différents. On va y revenir à la suite et pour expliquer un peu qu'est-ce qui attend. Alors, toujours pour les étiologies de l'asphyxie néonatale, ce qui nous intéresse le plus, nous, sur le plan versant obstétrical, c'est tout ce qui est maternel, le choc maternel, la rupture, le placenta prévia, la créta, le décollement, la prééclampsie, la convulsion, c'est la rupture des membranes avec une prosidence du cordon, c'est le nœud du cordon, c'est le syndrome de Benkiser, c'est-à-dire la mère saigne, mais ce n'est pas la mère qui saigne, c'est le fœtus qui saigne par rupture d'un vaisseau au niveau des membranes, etc. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus et ce qui nous fait craindre le plus la situation. Alors les facteurs de risque, ils ne sont pas exhaustifs, juste le retard de croissance multiplie par 15 le risque d'acidose métabolique. Il y a le diabète, il y a le post-terme, l'infection, tout ça, mais c'est des facteurs de risque que tout le monde connaît. Alors, nous, en tant qu'obstétriciens, lorsqu'on a un enfant qui va mal, on met au monde un enfant qui convulse dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Souvent, on se remet en cause nous-mêmes, on se dit, est-ce qu'on est passé à côté d'un tracé anormal qu'on n'a pas vu? Est-ce que l'écho n'a pas montré quelque chose qu'on devait voir? On n'a pas vu quelque chose qu'on devait voir? Est-ce qu'il n'y a pas eu un élément sentinelle qu'on n'a pas remarqué chez la mère, une baisse de tension majeure, un choc, etc. Et en fait, on se contente souvent, on se contente souvent de cette partie-là de la recherche étiologique. Et en fait, cette partie-là, c'est la plus infime portion ou proportion d'acidose métabolique. Ce qu'il faut, c'est qu'on paye souvent, la majorité des procès, c'est souvent parce qu'il y a une suspicion de mauvaise prise en charge d'un tracé. On oublie le problème pathologique. Je défie quiconque me dit qu'il a un pathologiste spécialisé en placenta. On ne connaît pas la pathologie du placenta, elle est très mal connue. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, dans certains pays comme le Canada, par exemple, ils font des pH artériels veineux et ils font une anatomie, un impact du placenta quasi systématique. Et puis, il y a les risques maternaux, etc. Donc, quand on parle d'étiologie d'une acidose métabolique ou d'une asphyxie périnatale avec des conséquences neurologiques, on oublie souvent le côté métabolique, le côté génétique, le côté des facteurs de risque maternel, l'obésité. C'est énorme comme pourvoyeuse de problèmes, mais on les oublie souvent. Alors, juste pour revenir, pourquoi on les oublie souvent? Parce qu'on est en première ligne et on pense à ce qu'on a peut-être fait de mal. Mais c'est très difficile de dire à J1 ou J2 chez un enfant qui est convulse, qui est intubé ventilé, c'est peut-être une étiologie génétique, l'échomorpho est normal, il n'a pas de dysmorphie, il n'a rien.
On y pense peut-être, on pense aux troubles métaboliques, mais c'est très difficile de les établir d'emblée. Si on prend en pourcentage des encéphalopathies néonatales, on voit qu'il y a environ 33%. Ce chiffre doit être interprété de deux façons. La première, qui est environ de 4 à 5%, c'est les hypoxies, les encéphalopathies hypoxiques, survenues en perpartum, c'est environ 4 à 5%. Toutes les autres, ce sont des bébés qui sont en état instable, en retard de croissance, un truc, et que le travail vient décompenser. Donc le travail ne vient que compléter un état déjà préexistant. Les autres, ce qu'on ne connaît pas, c'est les infarctus. Les infarctus, les hémorragies au niveau les malformations du cerveau fœtal, les maladies génétiques et métaboliques, ça, alors là, c'est la grande inconnue et on peut naviguer à vue sans trouver son chemin. Alors, les moyens de surveillance qu'on a en postpartum, ils étaient nombreux, mais ils sont plus nombreux parce que le pH, c'est très important, c'est bien, il nous donne un pH au scalp pour que les membranes soient rompues, la tête fixée, le col dilaté. Mais quand on fait un pH, on a un pH, par exemple, à T0, il est 20 heures, on a un pH à 7,21. On se dit, le tracé n'est pas bon, n'est pas très bon, il est peu rassurant, il n'est pas pathologique, mais le pH est normal. Mais on ne sait pas ce qui va se passer une demi-heure plus tard. C'est ponctuel et ce n'est pas un pH évolutif. On ne peut pas les ponctionner tous les quarts d'heure de la tête fœtale pour avoir du pH. C'est ça la limite du pH, du pH au scalp. L'oxymétrie du pouls fœtal, ça a été une grande révolution en 1998 jusqu'en 2002. Là où je travaillais, c'était vraiment, on a changé tous les monitos pour avoir l'oxymétrie de pouls fœtal, puis on s'est rendu compte que surveiller la pseudo-pression artérielle chez un fœtus, ce n'était pas intéressant, ce n'était pas valable comme mode de surveillance. Encore plus pour le CG fœtal, on se disait s'il y a une hypoxie, il devait y avoir une modification du segment ST. Tout le monde a été enchanté par cette technique qui n'a pas été validée non plus. La microvariabilité du tracé non plus, il y a un ordinateur qui calcule combien la microvariabilité, elle n'a pas été retenue. Et en fait, le seul élément dont on dispose actuellement en salle d'accouchement, c'est le rythme cardiaque fœtal, le monito, qui a une très bonne sensibilité. Quand il est normal, on peut être tranquille. Quand il est, il a une très bonne valeur prédictive négative. Mais quand il est anormal, c'est pour ça qu'on vous appelle parfois en extrême urgence et on sort un bébé qui va très bien. On ne comprend pas. Nous-mêmes, on ne comprend pas. On a une belle bradycardie. On a des décélérations tardives, peu réactives, avec perte de la variabilité et tout. Et avec un bébé qui va très bien à la naissance, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, il y a, si on part sur la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, donc il n'y a plus de recommandations ni pour l'oxymétrie pulsée, ni pour l'analyse du segment ST, ni pour la microvariabilité. Alors, les pédiatres vont parler, ça va vous parler tout à l'heure, des critères. Qu'est-ce qui fait que chez un enfant qui va mal, en acidose, on relie son état à la période périnatale? Il y a les critères, ce qu'on appelle la Cerebral Palsy Task Force, qui a été élaboré, je pense, dans la fin des années 90. Et il y a des critères, il y a 3 critères, le pH, il y a l'apparition précoce d'une encéphalopathie, et il y a la paralysie cérébrale par la suite. Mais il faut qu'il y ait tous les 3, et il ne faut pas qu'il y ait un autre facteur qui puisse expliquer cette anomalie ou cette encéphalopathie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à une femme qu'il y a une séroconversion de toxo avec une ventriculomégalie, des calcifications périventriculaires, des lésions de leucomalacie, on dit c'est le travail qui s'est mal passé, c'est la faute à l'obstétricien. S'il y a une raison valable qui peut expliquer l'acidose, on exclut ces critères. Et il faut qu'ils soient complets tous les 3, tous les 4, je veux dire. Ça, c'est les critères majeurs. Les critères mineurs, c'est ça. 5 critères. Donc, il y a l'événement hypoxique sentinelle maternelle, c'est-à-dire un malaise, une rupture utérine, un décollement placentaire, quelque chose, avec une détérioration soudaine, rapide et persistante. Ce n'est pas une petite décélération vue qui va dire c'est la décélération qui a fait que l'enfant est en acidose ou en asphyxie ou en neuropathie. Donc, c'est des critères d'Apgar, de défaillance multiviscérale précoce, d'imagerie. On va pas parler, je pense que les néonates vont parler de l'imagerie mieux que moi. Et en fait, c'est ces critères majeurs et mineurs qui vont pouvoir nous rapporter et nous dire est-ce que vraiment l'état de l'enfant est lié à une hypoxie périnatale. Alors, la problématique de la paralysie cérébrale est très simple. C'est que le taux n'a pas changé depuis 30 ans. On a vu le taux de césarienne exploser de façon non contrôlée de 5 à 80%.
le taux de paralysie cérébrale n'a pas bougé. Donc ce n'est pas lié au travail, ce n'est pas lié à l'accouchement, ce n'est pas, dans ce cas-là, les césariennes feraient réduire le taux de paralysie cérébrale. Ben, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous n'avons aucune action sur sur la paralysie cérébrale. Donc, ça veut dire que les problèmes sont anténataux, ne sont pas périnataux. Et la deuxième chose, c'est que malgré un suivi obstétrical, malgré des échos, des Doppler, des tracés, etc., une surveillance complète, ben, on n'a pas changé, on n'a pas modifié, diminué le taux de paralysie cérébrale. Et vous voyez, cette courbe, elle est extrêmement parlante. Merci, Moustapha, pour cette diapo. Et la deuxième chose, toujours dans ce sens, c'est qu'il y avait la cohorte californienne, 5 millions de naissances. Ils ont pu réduire le taux d'acidose, d'asphyxie de 90%, mais ils n'ont pas touché au taux de paralysie cérébrale. Ça veut dire que ce n'est pas lié. Ça veut dire qu'un enfant qui a un problème de paralysie cérébrale à 6 ans, tu ne peux pas lier automatiquement cette paralysie cérébrale à l'entourage, enfin je dis l'entourage, au milieu périnatal. Et à Lille, il y a eu une très belle série, la Jeanne de Flandre, ils ont sorti 5000 césariennes programmées, 5 de grossesse unique, pas de facteur de risque, mère ni fœtale ni maternelle, vie cicatricielle. Il y a eu 32 cas d'acidose métabolique inexpliqués. Donc, même chez les patientes dites sans risque, il y a des cas d'acidose métabolique qu'on retrouve et qu'on n'explique pas. Alors, est-ce que c'est des problèmes placentaires? Est-ce que c'est des problèmes génétiques, métaboliques? On ne le sait pas. On ne le sait pas et on ne sait pas le chercher. Dans notre milieu, je ne parle pas de ce qui se passe en Scandinavie, en Amérique du Nord ou au Japon, on parle de notre milieu, nous sommes assez pauvres en méthode diagnostique anténatale, père et postnatale. Alors, autre chose, c'est que, pourquoi j'insiste énormément, j'insiste surtout pour le problème du pH à la naissance, c'est notre passeport vers une tranquillité. Nous, pour dire, ben, ce n'est pas notre faute, et le pédiatre pour dire, ben, écoute, ce n'est pas une acidose, il faut chercher une autre raison à ces convulsions qui surviennent à J4 ou à H4 ou à H2 de vie. Ça veut dire, le pH est normal, ben, ce n'est pas une acidose, ce n'est pas une asphyxie, ce n'est pas une encéphalopathie néonatale liée à une acidose. Et je ne parle pas de dose respiratoire qui disparaît après quelques ventilations efficaces, tout le monde le sait. Je parle de l'acidose métabolique réfractaire. Tout le monde ailleurs fait des pH artériels systématiques depuis plus de 25 ans. Nous, on n'est pas encore là. On n'a pas de recommandation nationale. Je ne sais pas le remboursement, est-ce qu'il est remboursé ou pas. Moi, j'ai posé la question, il fait dans les 200 dirhams ou 250 dirhams. Et je peux vous dire que ce n'est pas cher payé ce passeport vers la tranquillité, et pour l'obstétricien, et pour le pédiatre qui va dire, bah, écoute, l'enfant va mal, il convulse, il est hypotonique, le pH est normal, il faut chercher autre chose, il ne faut pas chercher l'acidose ou l'asphyxie périnatale. Il y a le jet d'amplitude, je ne sais pas qui c'est qui en fait ici, je ne sais pas qui fait l'imagerie néonatale, est-ce qu'on fait l'écho transfontanellaire, est-ce qu'on fait l'IRM, on l'a fait à J4, à J6, j'en sais rien, les néonates vont nous en parler. Et je finis sur une chose qui est très importante à mon avis, c'est les fiches de transmission obstétrico-pédiatrique. Ce n'est pas normal qu'un pédiatre apprenne 2 jours après la naissance que la mère est sous plaquenil pour un lupus avec SSA ou SSP positif. Ce n'est pas normal que la mère soit sous bêta-bloquant sans que le pédiatre le sache. Et ce n'est pas normal que l'obstétricien apprenne 2 jours après que l'enfant est intubé, ventilé avec un drain thoracique sans qu'il le sache. Il y a une communication qui se fait. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux parents. Il faut en parler entre nous avant de parler aux parents parce qu'on fait des bêtises de façon inconsciente souvent. Donc communiquer et faire des pH au cordon, c'est ça mes 2 messages. Je vous remercie.